Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Manuel Valls se livre à une attaque en règle contre Thomas Thévenoud. L'ancien secrétaire d'État n'a plus sa place au Parlement, affirme le Premier ministre. Lors de la séance de rentrée des questions au gouvernement, Manuel Valls a aussi battu le rappel des troupes avant le vote de confiance mardi prochain. Les confidences de François Hollande. Le président a de nouveau réagi au livre de son ex-compagne et en particulier à l'expression qui lui est prêtée sur les 100 dents. Blessé, le chef de l'État contre-attaque et rappelle ses origines modestes. On en parle dans le club d'éditorialistes du mercredi soir. Bruxelles rappelle la France à l'ordre. Suite au nouveau dérapage du déficit, la Commission européenne exige de Paris des mesures crédibles. Et pendant ce temps, en Allemagne, Angela Merkel se dit fière de son budget à l'équilibre. Analyse à suivre. La France, mauvais élève donc, mais c'est bien un Français, Pierre Moscovici, qui a été nommé commissaire européen aux affaires économiques et à la fiscalité. L'ancien ministre affirme qu'il sera inflexible sur les efforts budgétaires demandés à la France. Enfin, vie privée, vie publique, Love Story à San Francisco, titre Paris Match, avec des photos montrant la proximité entre Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti, les deux anciens ministres de l'équipe Valls qui ont quitté le gouvernement en même temps. Une histoire personnelle et des affinités politiques. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'était la séance de rentrée des questions au gouvernement aujourd'hui, interrogé sur le cas Thévenoud. Le Premier ministre fustige l'attitude de l'ancien secrétaire d'État et estime que le député n'a plus sa place au Parlement. Et à moins d'une semaine du vote de confiance, Manuel Valls a aussi battu le rappel des troupes appelant, une fois de plus, la majorité à la responsabilité politique. On l'écoute. Situation difficile et grave, Monsieur le Président Jacob. Et je n'échappe pas aux responsabilités qui sont les miennes et qui sont celles de la majorité. Et c'est pour cela que, dans une semaine, ici même, je poserai la question de confiance, j'engagerai la responsabilité du gouvernement. Et Monsieur Jacob, il y aura une réponse qui va être celle de la majorité. Je n'en doute pas un seul instant, parce qu'il y a une majorité pour soutenir le gouvernement. Et dans l'actualité, les confidences de François Hollande, le président a de nouveau réagi au livre de son ex-compagne et en particulier à l'expression qui lui est prêtée sur les 100 dents. Blessé mais aussi en colère, le chef de l'État contre-attaque et rappelle ses origines modestes. Les détails avec Nathalie Guilloire. François Hollande répond à Valérie Trierweiler. Le président s'est confié au Nouvel Observateur. Avec la sortie du livre de son ex-compagne, le chef d'État accuse le coup. Il s'explique. Cette attaque sur les pauvres, les démunis, je l'ai vécue comme un coup porté à ma vie tout entière. Dans toutes mes fonctions, tous mes mandats, je n'ai pensé qu'à aider, qu'à représenter ceux qui souffrent. Le président revient sur ses origines, se justifie face aux attaques du livre de 300 pages de son ex-compagne, mais il se dit touché. Mais je ne veux pas qu'on puisse dire ou écrire que je me moque de la douleur sociale, car c'est un mensonge qui me blesse. Ses proches prennent sa défense, Ségolène Royal, Manuel Valls et même François Bayrou. Encore hier, Stéphane Le Foll montait au créneau. Oui, j'en ai marre. J'ai beau en avoir marre. C'est pour ça que le livre, il est là. Puis il a l'air de se vendre. Donc je ne veux pas en rajouter moi-même. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ce que j'ai dit de manière très claire, c'est que ce qui est dit dans ce livre, pour ce qui me concerne déjà, c'est faux. Et puis pour ce qui a été dit sur François Hollande avec cette histoire des 100 dents, c'est absolument faux. Avec ce livre, l'image de François Hollande est encore écornée. Pour remonter dans les sondages, le chef d'État devra faire ses preuves en sortant la France de la crise. Encore aujourd'hui, la croissance a été revue à la baisse. Voilà, et on évoquera cette actualité et d'autres dans le club d'éditorialistes du mercredi. En notre compagnie dans quelques instants, Bruno Jeudi, rédacteur en chef au JDD, Sébastien Le Foll, directeur du Point, le communicant Philippe Moreau, Chevrolet, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Et puis, nouveauté de cette rentrée, notez-le, pour un regard décalé sur l'actualité, un humoriste nous accompagnera chaque mercredi. Et ce soir, c'est Bernard Mabille qui inaugure la formule. Mais d'abord, dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, ce sont les chiffres sur notre déficit. Bruxelles rappelle la France à l'ordre suite au nouveau dérapage. La Commission européenne exige de Paris des mesures crédibles. Et pendant ce temps, eh bien, en Allemagne, Angela Merkel se dit fière de son budget qui, lui, est à l'équilibre. Les détails avec Jérôme Rabier. Croissance, déficit, inflation,
Tous les voyants sont au rouge pour l'économie française. Voilà le constat dressé ce matin par Michel Sapin. La croissance est revue à la baisse, 0,4% en 2014 et 1% en 2015. Conséquence logique, le déficit public s'envole, loin des prévisions du mois de juin, qui tablaient sur 3,8% du PIB. Pour 2014, dans ce contexte nouveau, le déficit des administrations publiques, État, Sécurité sociale et collectivités locales, devrait donc se situer à 4,4% du PIB. 4,4% du PIB, soit plus que l'an dernier, contrairement à tous les engagements pris par le gouvernement. Un aveu d'échec pour l'opposition. Ça me désole parce qu'effectivement, ça signifie encore une fois que l'on repousse au calendrier grec, comme depuis 30 ans, la réduction des déficits. Et donc j'imagine qu'à un moment, nos partenaires européens et les marchés financiers vont s'énerver à juste titre. Et effectivement, la Commission européenne n'a pas tardé à réagir. Elle demande à la France des mesures crédibles pour réduire les déficits. La France est donc encore montrée du doigt. Mais il est certain que ça affaiblit la France au niveau européen. Et donc il va falloir beaucoup de patience et de courage pour aller négocier à la fois un report d'au moins 2 ans pour atteindre les 3%, mais aussi la clémence de Bruxelles pour la non-réduction des déficits. Cela passera également par un projet de loi de finances dès le mois prochain qui sera scruté avec attention par les nouvelles autorités bruxelloises. Voilà, on vient de le voir, la France donc mauvais élève, mais c'est bien un Français, Pierre Moscovici, qui a été nommé commissaire européen aux affaires économiques et à la fiscalité. L'ancien ministre affirme qu'il sera inflexible sur les efforts budgétaires demandés à la France. Pierre Moscovici qui fait partie de la toute nouvelle équipe de Jean-Claude Juncker. Alors quel est le nouveau visage de cette commission? On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Les nouvelles têtes de la Commission européenne s'affichent derrière Jean-Claude Juncker. 19 hommes, 9 femmes, des poids lourds politiques. C'est le choix du nouveau président de la Commission européenne, le choix d'une formation de combat pour une Europe qui est au plus mal. C'est notre dernière chance. Nous présentions aux yeux des citoyens de l'Europe une Union européenne qui est en charge des grands problèmes, qui est ambitieuse lorsqu'il s'agit des grands problèmes. Une commission plus forte avec des premiers ministres et des ex-premiers ministres. Pas de fonctionnaires, Jean-Claude Juncker veut plus de légitimité pour l'Europe. Comme l'espérait la France, Pierre Moscovici récupère le portefeuille stratégique des affaires économiques et monétaires. Chargé de la surveillance budgétaire, il s'occupera de la fameuse règle des 3%. Hasard du calendrier ou non, la France annonce aujourd'hui un dérapage du déficit à 4,4%. Et comme un pied de nez aujourd'hui à la France, Angela Merkel affiche ses bons résultats. Nous avons atteint ce but grâce à une stricte discipline budgétaire. Et ce qui vaut pour l'Allemagne, vaut pour l'Europe. D'ailleurs, l'Allemagne n'est pas en reste dans le choix des portefeuilles et récupère par exemple l'économie numérique, un poste clé. La Grande-Bretagne a les services financiers. Cette nouvelle équipe est nommée pour les 5 prochaines années, mais Jean-Claude Juncker espère des résultats rapides sur 3 dossiers prioritaires, la crise ukrainienne, l'économie et l'immigration. 6 mois après le lancement du pacte de responsabilité, les contreparties en matière d'embauche se font attendre. Le ministre du Travail, François Rebsamen, a reçu aujourd'hui les représentants d'une 50aine de branches professionnelles pour les rappeler à l'ordre, alors qu'une seule s'est engagée sur des créations d'emplois. Le gouvernement souhaite ainsi mettre la pression sur le patronat. On voit tout cela avec Julie Hulin et Louis Sibylle. C'était au mois de mars dernier. Dans un climat tendu entre syndicats et patronat, le pacte de responsabilité est lancé. 41 milliards d'euros de baisse de charges et d'impôts aux entreprises en échange de négociations dans les branches professionnelles sur l'emploi, la formation et l'investissement. 6 mois plus tard, le gouvernement presse le patronat de tenir ses engagements. Je vais mettre en place un comité de suivi des évolutions, des négociations dans les branches, et puis on les forcera, on les poussera à le faire, et elles le feront. Les branches vont s'engager. Une mise au point pour féliciter les bons élèves et mobiliser les autres. Aujourd'hui, un seul accord a été signé dans un grand secteur, la chimie. De son côté, le patronat se dit totalement engagé, mais rappelle la réalité du monde de l'entreprise. Il ne faut pas demander à des entreprises qui vivent depuis maintenant plus de 6 ans avec une quasi-stagnation de l'activité et des marges excessivement faibles, d'aller plus vite finalement que le rythme du pacte de responsabilité lui-même. Ce que nous avons signé, c'est clair, c'est écrit, avec ces baisses de charges, vous devez, vous patronat,
fixer avec les organisations syndicales les objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes d'emploi. Selon la CFDT, seules 20 branches ont débuté les discussions. Le MEDEF assure que 47 sont déjà mobilisées. François Rebsamen, lui, entend maintenir la pression. Un rappel à l'ordre en forme d'appel du pied à des députés frondeurs qui avaient vivement critiqué le pacte de responsabilité. Le club d'éditorialistes du 22h, vous connaissez le principe. Tous les mercredis, des éditorialistes de différents journaux, médias nous rejoignent pour analyser l'actualité de la semaine et se projeter sur les rendez-vous politiques à venir. Le tout est croqué en direct par notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Et nouveauté de cette saison, notez-le, un humoriste nous accompagne pour un regard franchement décalé sur l'actualité. Alors ce soir, on est ravis d'accueillir un improvisateur né, Bernard Mabie. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue à vous. Vous êtes Bonsoir. à l'aise, tout va bien? Je suis un peu pétochard. Non, ça va bien se passer. Non, Alors je suis vous à êtes... côté de telles signatures que ça me fait tout drôle. Mais vous avez l'habitude aux grosses têtes d'être à côté des Oui, signatures. mais enfin, on parle de sujets plus légers, quoi. Bah, on est gâté par l'actualité en ce moment. Elle n'est pas légère, quand Vous même. ne chômez hein. pas, quand même. Non, j'ai reçu mes impôts, là, comme tout le monde. Ça se passe bien? Ben, j'ai vu ma feuille. Combien vous avez gagné? Combien vous avez dépensé? Qu'est-ce qui vous reste? Envoyez-le. Pas de phobie à déclarer? Pardon? Pas de phobie à déclarer? Ah non, phobie administrative. Mais puisque les humoristes Bernard Les Chansonniers avaient eu un petit coup de blues après le départ de Nicolas Sarkozy en 2012, avec ce quinquennat, Gros coup de blues. ça revient la banane, si je Gros puis coup dire. de blues, parce que quand Hollande a dit « je suis un président normal », on s'est dit « on va les pointer au Pôle emploi », quoi. Hein, et c'est revenu assez vite, quand même. Et alors, la chance que nous avons, c'est que tant la gauche que la droite, tout le monde s'en mêle, donc c'est idéal. Allez, on va en parler, je vous propose d'en parler. Voici les thèmes qu'on va passer en revue dans l'actualité. D'abord, je vais présenter nos éditorialistes. Bruno Jeudi, bonsoir Bruno. Bonsoir Sonia. Rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Sébastien Le Foll, bonsoir. Bonsoir Sonia. Directeur de la rédaction du Point. Et Philippe Moreau-Chevrolet, communicant et président de MCBG Bonsoir, Conseil. Sonia. Bonsoir. Alors, les thèmes ce soir, c'est l'explication confession de François Hollande après les attaques du livre de son ex-compagne. C'est le retour de Nicolas Sarkozy. Quel programme et avec qui et pourquoi la gauche s'en réjouit? Et puis, c'est la semaine vérité du gouvernement. On l'a vu tout à l'heure avec nos sujets, les déficits, le vote de confiance et la conférence de presse à venir présidentielle. Mais d'abord, le président Philippe Moreau-Chevrolet réagit de nouveau. Oui. Il s'est confié au journaliste qu'on connaît bien, Serge Raffi, qui lui a consacré une longue biographie. Il a compris qu'il fallait de nouveau intervenir, le président. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a compris qu'il fallait, parce que déjà il y a deux choses qui sont un petit peu difficiles dans cette affirmation. Disons qu'il a communiqué dans le Nouvel Observateur, probablement à la suggestion ou à la demande de Serge Raffi, qui est un ami par ailleurs, et qu'il a voulu s'expliquer au fond sur ce qu'il a touché le plus dans le livre de Valérie Trierweiler, qui est l'accusation qu'il pourrait ne pas être de gauche, voire qu'il pourrait mépriser les pauvres. Donc il a fait une espèce de confession intime qui est très surprenante. C'est-à-dire qu'il parle de sa famille, c'est vraiment très émotionnel. Et puis à la fin de l'interview, il dit « Moi, par ailleurs, j'aime pas du tout l'émotion, je veux pas parler de moi, j'ai pas été élu pour ça. » Mais il ne fait que ça sur 3 pages, donc c'est un petit peu un ovni, cette interview. C'est très étonnant. Un président en exercice qui déballe tout comme ça et qui dit à la fin je voulais pas le faire, en gros. Mais je l'ai fait quand même parce qu'on m'y oblige. C'est très, très étonnant, quoi. En même temps, Bruno, je vous dis, cette polémique sur les sans-dents, c'est l'expression qui lui est prêtée, ça risque d'être un boulet qu'il peut traîner malgré ses dénégations. François Hollande qui n'en finit plus de se défendre d'avoir utilisé cette expression. Oui, c'est pas seulement un boulet, je pense qu'il ne se remettra pas de cette expression qui est absolument terrible pour quelqu'un qui, au fond... Vous savez, une des choses qu'on retenait de François Hollande, il avait dit un jour j'aime pas les riches, ensuite il a fait son discours du Bourget, et puis c'est vrai que ce président qui vit pas dans le luxe, qui a cette image plutôt de quelqu'un de très désintéressé par l'argent, bon, il y avait au moins cette image-là qui restait, et puis là il y a cette expression qui vient très loin, on a l'impression qu'on parle de Victor Hugo ou de je sais pas quoi, les sans dents. C'est un truc, ça imprime dans l'opinion très très fort. Il y a des choses comme ça. Moi, je pense qu'à mi-mandat, avec ce qui reste dans ce mandat, il aura beaucoup de mal à se remettre de ces expressions. C'est pour ça qu'à mon avis, il a voulu s'expliquer encore là-dessus. Moi, je suis surpris parce que j'avais trouvé que sa première expression la semaine dernière, le lieu était sans doute pas le bon, le temps, mais son expression, il avait montré presque un peu d'émotion. Il avait presque un peu, ce qui est rare chez lui, plus fendu l'armure. Moi, je pensais que ça suffisait, même si de toute façon... Franchement, je pense qu'il ne s'en remettra pas. Regardez, petit détour par la caricature d'Hervé Baudry. Il porte sa croix. Il a dit qu'il irait jusqu'au bout, donc il va ressusciter, rassurez-vous. Bernard Mabie, qu'est-ce que ça vous inspire? On a beaucoup... Déjà, ça m'étonne que Hollande n'aime pas les pauvres puisqu'il les multiplie.
Donc c'est un peu surprenant. Ensuite, dans le bouquin de Treilhard-Weller, on a relevé que les sans-dents et tout ça, mais il y a des mots d'amour très Ah oui, étonnants. vous êtes intéressé aux mots d'amour. Bah oui, elle dit qu'il est solide, qu'elle est folle de lui, c'est ça, il y a tout ça. Elle fait 5 heures en voiture pour aller le voir Et pendant alors, un quart d'heure et alors, volé, il y a un et truc ensuite qui est elle en fait le formidable, trajet c'est en quand sens il inverse. danse le sirtaki sur une chanson Est-ce qu'on a lu le d'Alida, même livre alors qu'il conduit. Alors ça c'est fort. Il est le seul en France à pouvoir faire ça quand même. Mais c'est là, mettre à son crédit. le Nouvel Obs, c'est l'enfance, c'est une enfance à la Zola, quoi. Oui, mais justement, c'est important ce que vous dites, Sébastien Le Foll. François Hollande rappelle ses origines modestes. Il insiste là-dessus, le grand-père paternel, maternel. Est-ce qu'on lui a demandé de prendre l'armure? Fascinant dans cette interview, parce que voilà un président à qui on a reproché pendant 2 ans de détester les riches, et qui maintenant doit répondre de cette accusation de détestation des pauvres. Donc quelque chose de très comique dans ça. Qui aime-t-il? Est-ce qu'il s'aime lui-même? Donc on voit qu'il y a... je trouve que c'est très mauvais pour lui cette interview, parce que une espèce de tentative de psychanalyse. Oui, on est dans la psychanalyse, dans l'auto-analyse. Hein, mais pardonnez-moi, il y avait une question à la une de Libération, c'était qui êtes-vous, François Hollande? Est-ce que c'est une question légitime? Est-ce qu'on a envie de savoir finalement qui on a porté à l'Élysée? Cynique ou méprisant, c'est ça la question de l'observateur. Oui, je pense que c'est un grand cynique, mais enfin, en même temps, c'est pas quelque chose de rarissime chez les présidents de la République. L'histoire des sans-dents, oui, je pense qu'effectivement, comme disait Bruno, ça va être un boulet terrible. Et en même temps, pour avoir lu le livre de Valérie Trierweiler, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'humour, et un humour noir. Et c'est vrai que quand on restitue ça, c'est vrai qu'il a une manière. Il vous fait rire d'ailleurs. Il a un cynisme. Même c'est de l'humour, c'est pas drôle de traiter les pauvres de sang. C'est l'humour noir. C'est l'humour noir. Je pense que tel qu'elle a restitué, et je pense et chacun d'entre nous, faisons le test. Si par exemple, ce qu'on s'est dit là dans la. Non, ne racontez pas tout, s'il vous plaît. Il y a une phrase qui lui est reprochée aussi par rapport aux parents à la famille de Valérie Trierweiler. Enfin, elle en parle. Ils ne sont pas Jojo, les maçonneaux. Ils sont pas Jojo. Vous êtes en train de nous dire que dans un contexte privé, on peut tous dire des horreurs. Elle ne contextualise rien. C'est vrai que Sébastien a raison. Alors par moment. Vous pensez qu'elle a menti ou pas? Je sais pas. Voilà la vraie question. Mais vous avez bien fait de venir, Bernard Mabille. C'est la question qu'il fallait poser. Je prends la place. La question de la vérité, elle n'est pas essentielle. Ce qui compte, c'est que comme il a rien dit sur lui, sur ce qu'il pense, sur qui il est, c'est crédible. Parce que juste, ça remplit un vide. Mais attendez, donc tout à l'heure, vous dites qu'il n'aurait pas dû parler. Et quand il parle et qu'il parle de lui, vous me dites que ce n'est pas la bonne stratégie. Il est dans une situation où il n'a pas de bonne solution. Mais là, à l'OTAN, il avait fait une déclaration qui était écrite par ses conseillers, qu'il avait lue avec plus ou moins de conviction. C'était même un peu émouvant. Il s'en est bien sorti. Ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de relancer la polémique. On est en pleine affaire Thévenoud. Il y a suffisamment de sujets. De toute façon, c'est difficile de retourner un fusil automitrailleur. Ce livre, c'est quand même ça. C'est une balle par page. C'était fait pour tuer. Regardez, une question de notre dessinateur Hervé Baudry à Bernard Mabille. Et ça, bonbon ou pas, il pourrait faire les grosses têtes. On va voir le dessin tout de suite. Gros blagueur. Il a des petites vannes de Toto quand même, ce potre. Vous l'acceptez, vous n'allez pas l'accepter dans votre cercle des grosses têtes? Non, c'est pas gentil. Non, mais ce qui est terrible pour lui, c'est que dans 30 ans, les historiens qui travailleront sur ces années, les années Hollande, que de la même manière que les historiens qui travaillent sur l'histoire de la monarchie utilisent les écrits, la Montespan ou autres, s'appuieront sur ce livre pour raconter le quinquennat de François Hollande. C'est aussi ça. La télévision russe a utilisé les images du livre en disant, voyez, le président français n'est pas fiable parce que Trierweiler, son ex-compagne, mais est-ce que la télévision russe est fiable? Non, bien sûr, mais c'est utilisé dans la propagande des pays étrangers pour Alors vous en avez parlé. Le contexte de tout cela, ce sont les suites. C'est vous voulez ajouter quelque chose, Bernard? C'était très drôle. J'ai pris le train l'autre jour et dans le wagon, on était 7 à lire le bouquin de Valérie Trierweiler. Comment ça, il parle 70 000 qui l'ont acheté. Et nous l'avions tous acheté par hasard. Et pourtant, tout le monde dit qu'il ne va pas le lire. Il va être traduit en russe. Ça serait Allez, messieurs, le contexte, ce sont quand même les suites de l'affaire Thévenoud et la réaction aujourd'hui de Manuel Valls qui estime que le député n'a plus sa place au Parlement. On écoute le Premier ministre. Le comportement de Thomas Thévenoud, les faits qui lui sont reprochés, son attitude, sa désinvolture ont fait mal à la République, à la France et aussi à la gauche. Alors qu'une immense majorité de nos concitoyens, et nous le savons, et je le dis avec gravité, considèrent, à tort bien sûr, que la plupart des responsables politiques de ce pays sont corrompus. Une telle attitude est désarmante et révoltante. Elle est impardonnable.
Voilà pour la réaction du Premier ministre. Sébastien Le Foll, la décision de Thomas Thévenoud, elle lui appartient. Oui, enfin, elle lui appartient, mais en même temps, sa position est surréaliste. L'histoire de la phobie administrative, c'est ça? Alors, Oui, je sais pas, c'est mais ça. chez d'autres personnes, la phobie administrative, ça se traduit par une terreur du fisc qui fait que on déclare plus d'impôts, plus de revenus qu'on devrait en déclarer. Ouais, enfin, ça ne tient pas debout. Non, mais non, mais là où effectivement Manuel Valls effectivement pointe du doigt, ça conforte une partie de l'opinion, cette idée qu'il y a une forme de sentiment d'impunité et qu'on Il veut a couper court au feuilleton, à la Manuel tête Valls. du pays Oui. des jouisseurs qui ne se rendent absolument pas compte de ce qu'implique leur mandat, leur responsabilité politique. Et c'est Bruno, vous dites, désastreux. on parle du feuilleton Thévenoud et de ce poison lent comme ça qui se répand justement et sur la gauche et sur la classe politique. Moi, je pense que l'affaire Thévenoud, c'est plus grave que tout ce qu'on a pu raconter la semaine dernière sur le bouquin Trier-Valeur. Tous les élus vous disent que ce week-end, on leur a parlé que de l'affaire Thévenoud. Et ils se sont fait vraiment, ils en ont pris plein à la figure ce week-end, les élus socialistes. Ils vous le disent tous. Donc effectivement, c'est absolument... Il n'y a pas de mots pour... il n'est pas venu à l'Assemblée ni hier ni aujourd'hui. À mon avis, il ne reviendra pas. Vous pensez qu'il va finalement lâcher son siège? Regardez d'ailleurs la caricature d'Hervé. Il est même désavoué par Valls aujourd'hui, qui, dans un geste quand même assez incroyable, il y a une seule voix d'avance pour les socialistes. Donc il demande, ce qui est totalement fictif, de ne pas comptabiliser la voix. Donc il est déjà explosé, il sera battu, il ne pourra pas se faire réélire dans sa circonscription s'il est candidat. Donc c'est assez terrible, c'est terrible pour la droite, c'est terrible pour la gauche. Marine Le Pen n'a rien à faire. Regardez la caricature d'Hervé. Oui, il y a peut-être une explication. C'est Thomas Thévenoud. C'est Thomas Thévenoud qui s'accroche à son fauteuil. Et donc, on va bien comprendre qu'il a aussi la phobie du vide. Pauvre homme. Oui, je n'ai jamais entendu parler de la phobie administrative. Donc c'est une maladie mais contagieuse, puisque sa femme l'avait aussi, visiblement. Ils étaient deux, il y avait un couple. C'est une sorte de champion, Thomas Thévenoud, quand même, parce que pour un député de gauche, déjà, ne pas payer ses impôts, alors qu'on attaque précisément la gauche en disant c'est le trop d'impôts, c'est particulièrement malvenu. Plusieurs années. Est-ce que vous avez vu qu'on a convoqué d'ailleurs les médecins, les docteurs et les psychologues pour justement parler, diagnostiquer cette nouvelle maladie? Moi, ce que je ne comprends pas dans l'histoire, c'est qu'il paraît qu'il avait un très bel appartement dans le 5e arrondissement. Il a pu rester 3 ans sans payer le loyer. Alors là... Sympa, le propriétaire. Bernard Mabille, vous êtes en règle surtout? Parce que quand on parle des autres, il vaut mieux, vous voyez, où tout va bien. Vous pouvez enquêter, il n'y a pas de problème. Mais là, on a appris, je sais pas, j'ai écouté ça cet après-midi, qu'en plus, il ne payait pas ses PV. Oui. Alors que va-t-on apprendre demain qu'il ne payait pas la babysitter, C'est un feuilleton, justement. Et il y a des jours où vraiment, ça ne va pas, si je puis dire, parce que qui lui donne des leçons? C'est Jérôme Cahuzac, qui se rappelle au bon souvenir de la gauche, l'ancien ministre du Budget, qui dit, en quelque sorte, finalement, que lui n'aurait pas été, on n'aurait pas connu son affaire si sa femme ne l'avait pas dénoncé, alors que pour Thomas Thévenoud, chaque année, on aurait pu finalement savoir qu'il ne payait pas ses impôts. Oui, pour nous, je dis, là, on est en plein. Il faut apprendre, quand on est dans ce genre de situation, c'est à se taire. Parce qu'il y a un moment où, à force de rajouter des paroles de ce type sur des paroles de ce type, on va créer une situation très anxiogène pour les gens, où ils auront l'impression que tous ceux qui les dirigent ne peuvent effectivement pas se contrôler, que le président va mettre sa personne au-dessus de la fonction, se balader en scooter la nuit parce que finalement, il a envie. Le prédécesseur a été accusé de la même chose, Sarkozy, on l'accusait des mêmes travers, de mettre sa personne au-dessus de sa fonction. À force, en cumulant ce genre d'exemples, ça détruit l'image des politiques. Oui, surtout, il y a une sorte de règle, grosso modo, suivez les Fouquier-Tinville et vous devinerez qui sont les escrocs souvent. C'est souvent les plus virulents dans la dénonciation moralisatrice, c'est derrière eux que se cachent tous les jours, il y a quelqu'un les ce pires soir, on parle du secrétaire d'État aux anciens combattants, tous les jours. Alors effectivement, ouverture d'une enquête préliminaire sur l'attribution de marché à des proches. Du Parti Socialiste, il faut le virer, le mec, c'est pas possible. C'est des tests psychiatriques aux députés avant de dire c'est pas possible, il y a un moment. On va pas rajouter encore une affaire, mais quand même c'est dans le point Sébastien Le Foll, donc on va en parler. C'est l'ancien conseiller Aquilino Morel qui défend son ami Montebourg et dénonce, je cite, une purification ethnique au gouvernement. D'abord, je voudrais savoir, est-ce qu'il vous a accordé une interview ou est-ce que ce sont, comme on dit parfois, des propos rapportés et une confession? Non, il a vu à plusieurs reprises une de nos journalistes, Anna Cabana, et qu'il l'a longuement interrogée, et à nouveau récemment, elle l'a fait parler, et donc on a jugé qu'il était utile aujourd'hui de publier son témoignage. C'est la parole d'un conseiller, d'un ancien conseiller amer? Qui n'est effectivement pas le témoignage de quelqu'un qui a l'air heureux de vivre, dénué de rancune. Au contraire, il a effectivement
et dans un esprit de vengeance. Ça fait beaucoup, Bernard Mabille, là. Bah, moi, je dirais qu'il est à côté de ses pompes. C'est une belle conclusion sur ce ça sujet. fait beaucoup, oui, beaucoup. Il Allez. faut entendre les gens quand même dans la rue, il faut entendre les gens. Moi, je les vois en spectacle. Hein. Les gens en ont marre, quoi. Marre. C'est grave hein, ce qui se prépare. Il y a eu un sondage sur l'affaire Trierweiler. Les 56% des Français considèrent, d'après Harris Interactive, que Trierweiler n'aurait pas dû écrire le livre. Mais ils sont quand même 53% à dire oui, mais ça nous donne quand même une image négative de François Hollande. Et ils savent que c'est la vengeance qui a dicté le livre, mais ils sont quand même contents que le livre soit écrit. C'est très particulier comme période. La seule question qu'on peut se poser, c'est que si tous ceux qui, à un moment ou un autre, sont tombés au champ des affaires, Aquilino Morel, ou sont partis parce qu'ils ont été virés, une Delphine Bateau va sortir un livre. S'ils écrivent tous un livre, là, d'ici la fin du mandat, bon courage. Il y aura une bibliothèque à l'Élysée. Bon courage, François Hollande, parce que là, c'est la fin du monde. Hein. Alors, on a quand même beaucoup parlé du gouvernement. On va parler de la droite et de ce retour de Nicolas Sarkozy qui semble réjouir la gauche. Hein. Jean-Marie Le Guen, Jean-Christophe Cambadélis et d'autres, ils n'attendent que ça hein, quand on s'intéresse à leurs propos. Est-ce qu'ils espèrent, Sébastien Le Foll, bien que l'attention va se détourner enfin de toutes ces histoires? C'est amusant que vous employiez le mot « retour ». Il a toujours été là, partout, je sais, très on lit bien. le mot « retour », il a toujours été là. Donc il a toujours parlé depuis son départ, donc c'est un vrai faux retour. Mais effectivement, il a réussi son coup, il a réussi à faire de ce faux retour un événement qui allait tout bousculer. Alors effectivement, on parlait des humoristes tout à l'heure, c'est vrai qu'on va voir ressurgir des humoristes qu'on n'entendait plus, comme Stéphane Guillon par exemple. On va pouvoir ressortir nos vieux textes. Et vous en avez un sur lui, hein, si je peux me permettre, il y a de la matière. Je pense pas que ce soit très nouveau. Ce qui est très curieux quand même, c'est de voir Copé revenir dans le jeu. Moi, ça me surprend quand même, non? Voilà, c'est le coup de pouce un peu organisé, là, quand même, négocié, on va dire. Vous pensez que le soutien de Jean-François Copé est vraiment un coup de pouce? Il faut le négocier, voir coup de pouce négocié. À mon avis, c'est un échange de bons procédés. J'appelle mes amis à voter pour toi, puis toi, tu m'arranges pour me trouver un petit truc, le moment venu. Je pense que... Regardez la caricature d'Hervé. Oui, et puis je pense qu'il n'y a pas grand monde, les autres ne veulent pas du soutien de Copé, de toute façon. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y a l'iPhone 6 qui sort. Moi, j'ai à vous proposer le nouveau Sarcophone 2, l'écran centré. Oui. Et puis, centré, c'est intéressant. Et il y a beaucoup d'applis, notamment une que j'ai remarquée, c'est l'appli Kill the Judge. Et c'est vachement bien celui-là. Justement, l'appli centrée, Philippe Moreau-Chevrolet, la question du programme de Nicolas Sarkozy, non pas de son retour, c'est justement quel programme, quel positionnement. On dit que le mot protection serait beaucoup au centre de son projet, de ses discours protection des Français. Pour faire vite, en gros, il y a deux cibles possibles en ce moment en politique. Il y a la cible des bobos des centres-villes, plutôt orientés à gauche, qui bénéficient de la mondialisation, qui peuvent être tentés dans certaines circonstances par la droite, mais il faut un leader, il faut quelqu'un. Et puis, il y a 60% des électeurs qui sont dans ce qu'on appelle les zones périurbaines, qui sont plutôt ce qu'on appelle les petits blancs, c'est-à-dire des gens qui sont complètement à l'écart des villes, contre de la dynamique, et il faut essayer de les récupérer, et eux, ils sont au Front National. Tout le propos de Sarkozy, en parlant de protection, en parlant de revenir un petit peu comme Arnaud Montebourg avait dit, avec la démondialisation, de revenir à un espèce d'âge d'or où tous ces problèmes n'existaient pas, ça va être d'essayer de les récupérer, donc ça va être d'essayer d'utiliser ce genre de thème pour aller les chercher et éviter qu'ils partent au Front National. Donc ça va être véritablement très compliqué, surtout avec Marine Le Pen donnée au second tour à plus de 50% dans certaines configurations. Et d'ici là, Bruno Jeudi, les ralliements se multiplient déjà et vont se multiplier probablement. Avant une annonce que l'on prévoit peut-être, vous allez peut-être nous le confirmer, après la conférence de presse de François Hollande vers le 20 septembre. Oui, ce sera même sûrement autour du 20 septembre, en tout cas pas avant la séquence gouvernementale plus conférence de presse. Les ralliements vont se multiplier. D'abord, il faut voir que c'est pas la primaire, là, c'est la présidence de l'UMP, donc il revient pas non plus par la chose la plus difficile. Il va gagner, donc tout le monde, beaucoup vont le rallier à ce moment-là. Il n'en restera pas moins qu'il y aura les rivaux vont rester pour la primaire. Quant au programme, je pense que dans un premier temps, le programme, Nicolas Sarkozy, c'est sa personne, le programme. C'est son leadership, son autorité, le fait qu'il est ancien président. Le programme, c'est moi. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de programme. Il n'a pas vraiment travaillé sur un programme. Il ne va pas prendre le risque d'être taxé d'être trop libéral ou aller verser trop vers le centre ou verser trop vers le FN. Oh là là, il va être très prudent, il va faire attention. Il va surtout essayer de jouer le rassemblement. D'abord, du noyau dur de l'UMP, plus le plus large possible à l'UMP. Et puis après, il verra
il verra s'il y a une primaire, s'il n'arrive pas à la contourner, s'il ne faut pas aller vers le centre. Sébastien Le Foll, Bruno, il dit, pour Nicolas Sarkozy, le programme, c'est moi. Mais est-ce que l'homme a changé? Dans ce cas-là, le programme aura changé aussi. Non, Bruno a raison. En cela, il est très bonapartiste. C'est-à-dire, voilà, c'est l'homme providentiel qui va incarner le recours. Il est tout à fait, effectivement, dans la personnalisation totale de sa politique. Est-ce qu'il a changé? Je ne crois pas du tout. Je ne pense pas qu'il revienne simplement pour la... Bernard, ça vous fait sourire? Je ne pense pas qu'il revienne spécifiquement seulement pour l'UMP, mais je pense qu'il revient clairement pour la prochaine présidentielle. Alors après, est-ce qu'effectivement, quand on étudie l'évolution de sa popularité sur les 5 dernières années, son matelas est quand même moins confortable, même s'il sort en tête. Et puis en face, effectivement, il y a Alain Juppé qui effectivement pèse. Et puis je pense qu'on enterre un peu vite actuellement les autres, François Fillon, et puis la nouvelle génération. Est-ce que les électeurs, effectivement, de droite et du centre ne vont pas avoir envie de changer de génération? Je pense que là, généralement, quand on annonce 3 ans avant la finale d'une élection présidentielle, ça ne se produit pas. Donc, et puis la difficulté surtout, c'est qu'aujourd'hui, on le voit dans les sondages, tout le monde peut battre François Hollande. Oui. Et pour l'instant, tout le monde à droite bat Marine Le Pen. Donc du coup, ils vont pas se ranger comme ça, les autres, aussi facilement derrière Nicolas Sarkozy. C'est un petit peu... Alors qu'à un moment, Nicolas Sarkozy faisait plutôt le calcul d'être à un moment le seul capable de repousser Le Pen, de devancer Hollande. Enfin, là, ça trouble un peu le jeu. Bernard on l'a vu Mabille. Dans les dernières enquêtes. Mais tout ça, on est très loin de la Moi, j'ai présidentielle. lu qu'il revenait qu'avec des jeunes. Oui, mais sur la je ne nouvelle connais génération. pas, parler oui, du absolument. Métis, Pelletier et l'autre, là, des jeunes que je ne connais pas, donc ça va pas être facile quand même. La fille de Nadine Morano, alors. Non, des jeunes élus UMP, il y a Aurore Oui. Berger par exemple, dans Oui, les mais Yvelines, des gens comme Vous ça. voulez faire Ils sont partie pas des connus. grosses têtes, là, je crois, Hervé Baudry. Ça va être un un casting. Ça, c'est le monstre. Ça, c'est le coup classique. C'est de la com. Chirac avait fait pareil, c'est de la communication. Ah, repartir avec les mêmes. Chirac avait fait pareil en 2001-2002, je vais faire monter une... On change pas une équipe, Il va être obligé de renouveler un petit peu. voilà. Il va être obligé de renouveler un petit peu. Il ne peut pas revenir Non, puis uniquement avec il va être Hortefeux intéressant et de voir Morano. comment tous ceux qui l'ont fortement attaqué à droite, les Bertrand ou Le Maire et autres, vont ensuite se positionner. Ce qui est... Ils vont se ranger, non? Voilà. Ils Pas font comme forcément. Raffarin. Déjà, ils se Wauquiez était le premier à se ranger. L'année dernière, il réclamait un droit d'inventaire dans le point, d'ailleurs, dans une interview. Et là, il a rallié aujourd'hui. Et dans une Raffarin, interview pareil, au Monde. Raffarin était un des premiers à critiquer Sarkozy, il se rallie à lui parce qu'il y a les sénatoriales bientôt. Raffarin, c'est parce qu'il est intéressé par le plateau Le ici. Sénat, bien sûr. Hervé Baudry, qu'est-ce que vous avez croqué, En là? tout cas, Sarkozy, il va réutiliser son affiche La France forte 2. Oui. Vous voyez qu'il Voilà. est en train de la rénover. Mais attention, remarquez bien qu'il y a un petit filin qui part de l'UMP. Ah oui, je le vois, là. Et on peut tirer l'escabeau pour le faire tomber. Ah parce oui. qu'il y a encore quelques Et qui on voit, on personnes. aperçoit Alain Juppé, François Fillon, bien sûr. Exactement, dans le noir. Alors messieurs, comme tous les mercredis à présent, votre revue de presse des hebdos, on va réagir à la une. D'abord de l'Express, vous allez la voir à présent, et ce voyage au bout de l'enfer. Oui, vous allez la voir, elle va arriver. Le président discrédité, l'homme humilié, le quinquennat massacré. On n'est pas dans la nuance, hein. Je vous fais réagir à l'hebdomadaire concurrent. Nous, Le voici. on s'est posé la question, est-ce qu'on allait faire François Hollande, mais en couverture, mais on ne trouve plus les mots. C'est-à-dire que Moi, là, quitte à prendre un titre de film, j'aurais pris Autant on emporte le vent. C'est vrai que discrédité, humilié, massacré, c'est vrai que ça devient difficile sur la... Oui, sur ça les manque verbes. de synonymes à force. Bernard Mabille, on vous félicite sur Twitter, hein, parce que vous étiez un petit peu, je vais dire tout à l'heure... Oui, extrêmement tendu. Vous nous disiez, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette émission un peu sérieuse, etc. Et là, on vous dit, ça marche très bien avec Bernard Mabille, j'espère qu'il revient demain. Ah, c'est gentil, ça. Pas tous les soirs. Allez, on continue notre revue de presse. Le Nouvel Observateur, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'explication de François Hollande, qui quand même, c'est l'armure qui est un petit peu fendue, et évidemment les dénégations autour de cette expression, les sans-dents. La photo est plus sympa. Hein. La photo est que plus la C'est précédente. Oui, la Le première, point, mais- Sébastien Le Foll, je vous laisse pas d'homme en à parler. lunettes en couverture. Ah, où sont Voilà. les vrais rentiers? En Suisse, Ouais, les alors. vrais rentiers. Il y en a beaucoup en France. Ouais. Il y en a beaucoup. Heureusement que vous n'avez pas mis un D à la place d'un R. parce que- Il y a quand même Les un, vrais dentiers. il y a quand même un Le Pen mis à nu. Ah, très bon, très bon. Allez, on va réagir aussi, on va la voir à la une de Paris Match, évidemment. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est l'affaire sentimentale qui est à la une. Love Story à San Francisco. La voici, titre l'hebdo avec des photos montrant la proximité entre Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti. C'est plutôt sympathique, on va pas non plus leur taper Philippe dessus à Petit. chaque fois qu'ils sont en couple. Hein. Ils ont le droit quand même d'être un petit peu... Non, je trouve ça plutôt sympa. L'amour après la fronde. Oui, voilà. En plus, ce qu'il y a de beau, c'est que ces deux ministres qui ont été virés, qui étaient frondeurs, qui vivent un amour, voilà, Hervé qui sont Baudry, vous en lui- connivence idéologique. Regardez La ce France
creuser ça. Tous son triple A grâce à eux. Parce que C'est-à-dire Arnaud plus Aurélie égale amour. On a les Exactement. Oh, c'est mignon. C'est beau, hein. Oh, c'est beau. Et comme quoi, comme quoi. Ce soir, calme. C'est rigolo, mais un peu, oui, c'est mignon, mais un peu classique. Moi, je l'aurais plutôt vu avec Benoît Hamon, quoi. Hein. Ça aurait, été... ça aurait eu de la gueule, Ah, mais ça, oui, non, ils sont pas allés Mais je jusque-là. crois qu'il tient la chandelle. On voit pas l'autre partie de la photo. Bernard Mabie, on va vous remercier. Vous savez pourquoi? On va parler des déficits à présent. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je crois que je vais vous... très vite, parce que, On va vous libérer dans quelques instants. C'était un plaisir de vous recevoir parmi nous. Merci vous étiez à beaucoup. l'aise, tout s'est bien passé? Très bien, merci. Bon, vous reviendrez? Avec plaisir. Et nous, on vous écoute bien sûr sur RTL, les grosses têtes. Alors, l'actualité économique est morose. Sur les déficits, Bruxelles rappelle la France à l'ordre. Suite au nouveau dérapage, eh bien, la Commission européenne exige de Paris des mesures crédibles. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Eh bien, Angela Merkel se dit fière de son budget à l'équilibre. Le ministre Michel Sapin parle d'un discours de vérité en France. On l'écoute. Nous avons dit aux ménages, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts dans les années à venir. Il n'y aura donc pas d'augmentation dans les impôts à venir. Au contraire, il y aura une diminution des impôts pour les ménages les plus modestes. Nous l'avons dit, nous le faisons et nous le ferons. Enfin, il faut que prenne ses responsabilités l'Europe. Car, je l'ai dit, c'est une situation européenne, c'est aussi à l'ensemble de l'Europe, à nous-mêmes dans l'Europe de réagir. Et il faut donc réorienter, adapter la politique européenne à cette situation. Voilà, et en compagnie de Bruno Jeudi, Philippe Moreau-Chevrolet, Sébastien Le Foll et toujours notre dessinateur Hervé Baudry, on accueille notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors l'actualité, ce sont ces déficits qui filent. On vient d'écouter Michel Sapin qui parle d'un discours de vérité. Jean-Louis, à quoi ont servi tous les efforts, les économies, les hausses d'impôts? On a envie de vous demander tout ça pour ça? Ça n'a pas servi à grand-chose, effectivement, parce que là, on assiste, pour 2014, à un véritable dérapage, puisqu'on aura 4,4% de déficit en 2014 au lieu des 3,8% qui étaient prévus au départ. Les gens doivent se demander, mais enfin, quelle est la différence entre 3,8 et 4,4? C'est plus de 10 milliards d'euros. Donc un dérapage de plus de 10 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable, et qui prend l'allure d'une espèce de provocation quand même vis-à-vis des partenaires allemands, parce que l'année dernière, on avait un déficit de 4,3. On aurait très bien pu dire, on ne peut pas réduire plus, c'est trop difficile, on ne peut pas faire trop d'économies sur les dépenses, etc. Et là, on en rajoute une louche. Non seulement on ne peut pas réduire plus, mais on fait 0,1 de plus, 4,4. Qu'est-ce que vient faire ce 0,1? Est-il si considérable pour ne pas faire? Donc un grand dérapage, d'autant plus que le déficit réduit à 3% sera porté à 2017. Quelle est la différence entre un déficit à 0 et 3%, c'est 60 milliards. Donc là, on est vraiment dans une situation de crise financière grave. Alors M. Sapin nous dit, mais écoutez, je vais voir l'Europe et je vais dire, je ne vais pas demander un sursis, contrairement à ce que vous racontez, je vais simplement leur dire qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et comme le disent les traités, et effectivement ils le disent, quand il y a situation exceptionnelle, on met entre parenthèses les objectifs que l'on se fixe dans le traité. Seulement, là où M. Sapin se trompe, se fait des illusions, c'est pas lui qui va dire si la situation est exceptionnelle, c'est la Commission européenne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si chaque pays pouvait dire « je fais un plus gros déficit parce que je suis dans une situation exceptionnelle », on dit « bon, on passe l'éponge ». Non, ça se passe pas comme ça. Ceux qui décident la situation exceptionnelle, c'est la Commission européenne. Et ça va être évidemment le problème qui va être posé à M. Moscovici dans les prochaines semaines. Donc, la situation est un dérapage. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé du virage social-démocrate, mais on a aussi, non seulement un virage, mais un dérapage financier important. Regardez, Hervé Baudry, déficit d'autorité. Déficit d'autorité, déficit affectif. Un plus à moins, il est plus à un déficit près. Mais Jean-Louis Gombaud, encore, vous avez parlé de Pierre Moscovici, c'est lui qui va surveiller également tout cela. Est-ce qu'on peut s'attendre à un peu d'indulgence de sa part? Alors, moi je pense que cette histoire est une... Quelque part, on a échappé à l'humiliation. Parce qu'en fin de compte, on avait dit, c'est Moscovici qui va être responsable des questions économiques. Et les Allemands ne le voulaient pas. Et ça aurait été refusé, c'était une humiliation. Donc on a fini par l'emporter, à imposer notre candidat, et on arrive à une victoire à la Pyrrhus. Une victoire à la Pyrrhus qui va poser des problèmes très sérieux à M. Moscovici. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous regardez l'organigramme, il est chapeauté par deux commissaires, les vice-présidents qui vont coordonner son travail. L'un qui va s'occuper de la question de l'euro,
donc ça concerne un peu l'économie quand même, et l'autre qui va s'occuper de la croissance, etc. C'est un Finlandais qui est une sorte d'Allemand au carré. Donc il est chapeauté par deux vice-présidents. Quand vous regardez un petit peu sa biographie, c'est exactement ça. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Les Français vont dire à M. Moscovici, écoute, t'es là grâce à nous, on s'est battus comme des chiens pour que tu aies ce poste. Et les Allemands vont dire, t'es là contre nous et malgré nous. Donc il va être déchiré entre deux. Donc ce qu'il faut dire, c'est que M. Moscovici apparemment s'assoit dans un fauteuil, mais en réalité, il a le cul entre deux chaises. Et ça va vous lui nous faites du compliquer Bernard ses Mabille, là, rendez-nous le vrai Jean Legoumbo. Non, ça va compliquer Je ne le reconnais pas. Donc quand vous demandez est-ce que lui qui va décider, il va se trouver écartelé. Et justement, déchiré. Hervé Baudry, qu'est-ce que vous nous dites? Paraphrase Valérie, Moscovici, il appelle le président, il dit merci pour le coup de main. Il a vraiment... Votre réaction, messieurs, à cette actualité économique et politique sur le déficit Bruno Jeudi? Écoutez, à mi-mandat, il est chèque et mat François Hollande sur sa politique économique. C'est aussi simple que ça. Il reste encore 3 ans. L'année dernière, mais oui, par rapport à aux 2 ans, pratiquement 2 ans et demi, il a misé sur la reprise, il l'a attendu pendant 2 ans et demi, il n'est pas arrivé. Cette année, c'est la panne. C'est vrai, il y a une panne sur quasiment l'Europe et la France, évidemment, trinque. Elle n'était pas préparée et après la courbe du chômage l'an passé, les mauvais chiffres de la croissance cet été, on a maintenant les dépenses. La tragédie, c'est qu'il a misé tout sur ses résultats. Personne ne lui demandait de communiquer de cette façon-là. Il a choisi de faire ça. Il a un peu joué au casino, quoi. Et personne ne lui aurait reproché forcément d'avoir des mauvais résultats, mais d'annoncer des bons résultats en permanence, de dire tout, je mise tout sur ces bons résultats, alors qu'on savait que ça allait être difficile et que de fait les résultats ne sont pas là, c'est une tragédie pour lui. Et il ne reste pas 3 ans de mandat, il reste 2 ans et demi de temps, et sur les 2 ans et demi, il y en aura bien 1 an et demi consacré à la campagne. Et on aura l'occasion d'en reparler. On est dans Merci une temporalité plus courte. Beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci à vous, merci Hervé Baudry. Merci Sonia. À mercredi prochain. Et la dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé par Agathe Pécastin. La gauche à Marseille, une nouvelle fois sur la sellette. Après une défaite au municipal, les candidats socialistes font face au probable rejet de leur compte de campagne. C'est ce qu'a annoncé le rapporteur de la Commission nationale, Henri Penaud. 8 comptes rectificatifs ont été déposés après le délai légal. Or, la règle est formelle, on ne touche plus au compte une fois le délai passé. La note risque d'être salée pour les anciens candidats. L'État pourrait ne pas rembourser la moitié de leurs frais de campagne, estimés à 500 000 €. Les Femen crient victoire. Poursuivis pour avoir dégradé une cloche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 9 membres du groupe féministe ont été relaxés. Le tribunal correctionnel a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour prouver des dégradations. Le parquet a aussitôt fait appel. Opération séduction pour David Cameron en Écosse. Le Premier ministre britannique en visite à Édimbourg tente de stopper les désirs d'indépendance des électeurs écossais. J'aurais le cœur brisé si cette famille de nations que nous avons réunie et avec qui nous avons fait tant de choses merveilleuses était déchirée. Les 2 autres figures politiques de Londres ont aussi fait le déplacement. L'allié conservateur Nick Clegg et même l'opposition avec le travailliste Ed Miliband. À une semaine du référendum, un récent sondage donne vainqueur les indépendantistes. Barack Obama dévoilera ce soir son plan d'intervention contre le terrorisme. Une allocution télévisée très attendue. L'objectif de Washington est de lutter contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Depuis plusieurs semaines, le président américain tente de créer une coalition armée d'une quarantaine de pays. Le secrétaire d'État John Kerry s'est aujourd'hui rendu en Irak pour soutenir le nouveau gouvernement. Mais Barack Obama devra aussi convaincre le Congrès. La Maison-Blanche envisagerait une campagne de long terme et donc coûteuse. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Politique, Prof par 3. Belle et douce nuit. À demain, avec plaisir, bien sûr.